Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien et je suis si content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On lance notre Euro sur la chaîne, comme vous le savez on se retrouvera tous les matins à 7 h pour parler des matchs de la veille, en l'occurrence du match de la veille, et pour vous donner aussi mon pressentiment sur les matchs à venir, les matchs du jour. Et donc c'est ce qu'on fait aujourd'hui en parlant de cette victoire assez probante, enthousiasmante de l'Italie contre la Turquie à Rome, 3-0. Alors enthousiasmante c'est quand même un terme osé parce que sur la première demi-heure, la première période, c'est pas vraiment ce qu'on aurait, c'est pas comme ça qu'on aurait qualifié ce match qui était un peu décevant, assez pauvre techniquement. Je pense qu'il y a toujours un petit déséquilibre entre le niveau d'attente avec lequel on arrive sur un match d'ouverture du tournoi et la qualité qu'on voit ensuite. Mais là, c'était vraiment très fort. Et c'est le premier thème sur lequel je voudrais rebondir parce que je le trouve super intéressant. Je l'ai appelé nervosité partagée parce que c'est vrai qu'initialement, on a vu beaucoup d'approximations techniques des deux côtés. Vraiment des deux côtés. L'Italie a aussi perdu beaucoup de ballons dans des zones assez simples, des passes ratées, des longues ouvertures qui n'aboutissent pas. Et la chose intéressante, c'est comment est-ce que les deux sélections se sont adaptées par rapport à ça, et comment est-ce qu'elles ont évolué par rapport à ce point de départ, ce point initial, de manière très différente, et je pense que c'est en bonne partie dû à leur philosophie avec ballon, leur plan de jeu. Je pense qu'en gros, le fait d'avoir été très nerveux et un peu stressé sur ce début de match, ça a coûté beaucoup plus cher à la Turquie parce qu'elle avait moins le ballon et moins de volume. En fait, on avait étudié un petit peu le jeu de la Turquie en avant-match il y a quelques jours. On avait vu que c'était une Turquie assez performante sur attaque rapide, qui avait vraiment de la qualité en transition, qui se projetait vite, qui n'était pas nécessairement supersonique, pas des profils de sprinters, mais qui savait aller vite avec ballon. C'est ce qu'on avait étudié. Le problème, c'est que tout ça, ça repose sur vraiment de la justesse technique, de la précision. Et quand tu as seulement 4 ou 5 situations offensives à exploiter par mi-temps et que les transmissions n'aboutissent pas, qu'il y a un petit peu de déchets techniques, bah, tout de suite ça devient très difficile. On a vu Hakan Çalhanoğlu se tromper à plusieurs reprises dans son premier tiers de terrain ou dans la première partie de terrain. On a vu comme ici par exemple Karaman rater son contrôle et mettre un terme à la transition offensive, c'est peut-être le meilleur exemple. Et quelque part tu ne peux pas te permettre ces approximations techniques quand tu fais reposer tout ton plan de jeu sur ta qualité de projection en transition offensive. Ce qui était différent pour l'Italie du coup. L'Italie qui a eu beaucoup plus de volume, qui termine la partie avec 63-64% du ballon, assez fidèle à ses principes, et qui donc, pour laquelle c'est moins grave de se tromper, c'est moins grave de faire des erreurs, surtout quand ton pressing à la perte, et ça a été le cas, était plutôt efficace. L'Italie a pu réenclencher plusieurs phases de possession, et avec beaucoup plus de volume, c'est moins grave si tu te trompes, c'est un gros point. Avec beaucoup plus de volume aussi, je pense que tu limites plus rapidement ton faible niveau de confiance, où tu prends plus rapidement confiance en toi, tu as plus de séquences où tu peux enchaîner, combiner et faire baisser le niveau de pression. Donc ça aussi, c'était une victoire des idées de Roberto Mancini et de tout ce qui est travaillé depuis 1 ou 2 ans maintenant. Donc le fait de pouvoir plus rapidement prendre confiance, plus rapidement rentrer dans son match, je trouvais ça super important. Et troisième point peut-être, c'est aussi à quel point ça a permis à l'Italie de moins souffrir physiquement que la Turquie. Je pense que cette approche, et je pense que les approximations techniques qu'on a vues, elles étaient initialement dues à un fort niveau de nervosité, mais après pour la Turquie c'était un peu un cercle vicieux, parce qu'en ayant très peu le ballon, en devant souvent courir après le ballon, et tu t'épuises beaucoup plus sans ballon, bah, la Turquie s'est retrouvée assez vite cramée. Il y a eu des gestes, des moments qui interpelle. Au bout de 35 minutes à peine, on voit des joueurs main sur les genoux. Et donc voilà, c'est des dynamiques qui se sont auto-renforcées. Et au final, on assiste, de mon point de vue, à la victoire de la qualité technique, à la victoire de l'équipe qui était le plus en capacité de contrôler la rencontre et de monter en confiance progressivement. Il y avait sans doute d'emblée une classe d'écart entre les deux formations, mais sur la première demi-heure, c'est pas ce qu'on aurait dit. Et pourtant, on arrive à une situation où l'Italie remporte le match 3-0 avec, comme on a dit, 63-64% de possession, mais aussi 24 tirs à 3. De cette première demi-heure où les erreurs sont assez partagées, cette première demi-heure un peu indigeste, on arrive sur un véritable carnage, et ça je pense que c'est la victoire de la qualité technique italienne. Donc voilà en gros pour ce premier morceau d'analyse, pour moi ce qui était un petit peu le moteur de cette partie. Deuxième point, je voulais parler des leçons qu'on peut retirer. Je pense que ce qui est intéressant dans un match d'ouverture de tournoi, et pour tous les premiers matchs des nations qu'on va observer, on va regarder tous les matchs, on parlera d'absolument tous les matchs. Et d'ailleurs, je vous ai préparé une petite troisième catégorie un peu spéciale pour ce tournoi. Mais du coup, ce qui est intéressant, je trouve, après les premiers matchs, c'est quelles leçons est-ce qu'on en garde pour la suite. Ok, quand on regardera le deuxième match de l'Italie, le deuxième match de la Turquie, qu'est-ce qu'on espère voir, ou en tout cas sur quoi est-ce qu'on peut s'appuyer pour construire notre raisonnement. Et du côté de l'Italie,
je pense que la grosse leçon à retirer, c'est qu'avec ce match parfait, elle va vite engranger un énorme stock de confiance. Match parfait parce que techniquement ça a été super propre, mais aussi sur le plan défensif, par exemple sur la toute fin, le sauvetage de Chiellini sur Yilmaz, on a pu voir des gestes exultoires de Chiellini, de Donnarumma. Je pense que l'Italie sort de ce match avec un très fort niveau de sérénité. Sur le plan individuel aussi, les leçons et les choses qu'on va ramener pour les prochains matchs, c'est les grosses performances qui ont sauté aux yeux de tout le monde, je pense, de Barella, qui était énorme dans l'entrejeu, qu'une partie peut-être du grand public a découvert ce soir, mais qui est vraiment un joueur fabuleux, auquel on avait consacré une analyse il y a quelques mois. Magnifique Barella. Spinazzola aussi, qui a apporté beaucoup de largeur sur son flanc, il était souvent collé à la ligne de touche, et a permis de battre cette ligne turque sur le côté, et puis juste beaucoup d'incursions, beaucoup de vitesse, de projection. Même dès le début du match, c'était peut-être l'Italien qui surnageait le plus sur la première demi-heure. Donc gros Spinazzola, Insigne aussi, buteur qui a mérité son but, qui a été dans tous les bons coups, qui a beaucoup décroché, participé à la construction, bonne qualité technique de son côté aussi. Je pense que Spinazzola, Insigne, c'est les deux meilleurs de la première demi-heure. Ensuite, progressivement, Barella est monté en régime. Et même Ciro Immobile, c'est le quatrième que je me suis noté. Un but, une passe pour lui finalement, après deux premières occasions un peu mal négociées. Donc top pour lui niveau confiance, Jorginho bon, Chiellini, Bonucci bon, dans deux registres différents. Chiellini, l'intervention défensive qu'on a mentionnée. Bonucci, à un moment, avec ballon, il casse 2 ou 3 lignes avec une passe. C'était pour Insigne au cœur du jeu, assez parlant sur le positionnement d'Insigne. Du côté de la Turquie, pour moi, c'est dur de faire ressortir des individualités en particulier. L'entrejeu a été très pauvre. Le gardien peut-être, Çakır, franchement, Çakır, ça a été difficile pour lui. Sur le jeu au pied, quand on parlait du fait qu'il était pisté par l'Inter, Tottenham, entre autres, franchement, un match où il s'est vraiment pas mis en valeur. En grande difficulté, tous ces 6 mètres canon balancés, et puis même sur l'action qui conduit au 3e but. Donc ça a été dur pour lui. De manière générale, la Turquie a été en grande difficulté, pauvre techniquement, physiquement cramée. Très en deçà de ce qu'on estimait. Si on plaçait l'Italie comme favorite numéro 1 pour la victoire finale, même si ça vaut pas grand chose pour l'instant, on mettait la Turquie comme outsider numéro 1, et là franchement ils partent de très très loin. Donc ce qu'on retient de ce match, c'est l'Italie, c'est un gros morceau avec beaucoup de qualité technique, et on a déjà hâte de voir leur prochaine rencontre franchement. Pour la Turquie, ce qu'on retient, c'est qu'il va falloir montrer mais vraiment totalement autre chose, et on verra Suisse-Pays de Galles demain 15h, mais là ils partent pour être très très bas dans ce groupe. Même niveau goal average, on sait à quel point c'est important avec les 3e de groupe qualifiés, les 4 meilleurs 3e de groupe qualifiés. Le fait de prendre ce 3-0 au tout départ, c'est dur. Ça a été un peu mieux avec l'entrée d'Under, j'ai trouvé. Les transitions offensives étaient un petit peu plus étirées, un petit peu plus véloces. C'était mieux, il y a peut-être quelque chose à trouver là. Mais voilà ce que je dirais en gros pour la Turquie, les leçons de ce match. Et du coup, la toute dernière catégorie sur laquelle je voulais terminer pour cette rencontre, que j'inaugure ici et qu'on fera pour chaque match du tournoi pour l'instant, c'est la note du match. Parce que c'est ça que je trouve assez intéressant aussi avec l'Euro, au-delà des équipes. Il y a des équipes qui nous marquent, il y a des joueurs qui nous marquent sur les compétitions internationales, mais il y a aussi des matchs qui nous marquent. On ressort par exemple de la Coupe du Monde 2018, la France a gagné la Coupe du Monde, on pense peut-être à Mbappé, à Pogba, etc. Mais on pense beaucoup à Portugal-Espagne, 3-3 en phase de groupe, on pense à France-Argentine, 4-3. Il y a des rencontres qui sortent du lot, et je pense que ce sera intéressant à la fin d'avoir notre classement des notes des matchs du tournoi. Et alors du coup, pour la note de ce match, difficile. Je pense qu'au bout de 45 minutes, on est en dessous de la moyenne, et je dirais même bien en dessous de la moyenne, aussi parce que c'est corrélé à notre niveau d'attente qui était fort. En revanche, la belle seconde mi-temps de l'Italie fait plaisir et fait grimper assez significativement la note. Peut-être que ce qui la tasse un petit peu, c'est le stade olympique. Alors j'ai trouvé, c'est peut-être un ressenti subjectif, c'est sûr que c'est un ressenti subjectif par définition, mais peut-être que c'est ma vision des choses qui est un peu orientée. J'aime pas beaucoup les stades avec piste d'athlétisme, et j'ai trouvé que 16 000 supporters au stade olympique de Rome, c'est très très différent de 16 000 supporters il y a quelques semaines en finale de Ligue des Champions à Porto. Acoustique des stades super différente, j'ai moins senti un fort niveau d'ambiance, d'intensité émotionnelle. Donc ça pour moi, c'est un petit peu, le stade est plus grand aussi, et ça pour moi, ça fait un petit peu diminuer le niveau de vrai plaisir devant cette rencontre. Du coup, si je devais donner ma note, j'ai quand même beaucoup aimé l'Italie techniquement, ça a été super agréable à voir sur la deuxième période, et j'ai pas envie de descendre trop bas parce qu'on sait pas quand est-ce qu'on reverra une sélection de cette qualité collective. On sait que le football des nations, c'est assez différent des clubs. Du coup, j'ai mis 13 sur 20.
ce qui équilibre un petit peu entre cette belle deuxième mi-temps et la première très très pauvre. Voilà, on démarre pas trop bas non plus. Dites-moi ce que vous en pensez, donnez-moi votre note en commentaire, ça m'intéresse. Tout le monde, j'ai envie que vous me donniez votre note. Et c'était en gros ce que je voulais dire de ce match Italie-Turquie. On passe à la séquence prono où on va parler de Pays de Galles-Suisse, Copenhague, Danemark-Finlande à Copenhague et Belgique-Russie. Alors Pays de Galles-Suisse, c'est demain, c'est aujourd'hui, au moment où vous regardez cette vidéo, à 15h. Et je me suis noté que sur l'état de forme récent, la Suisse me semble quand même bien au-dessus du Pays de Galles. Alors le Pays de Galles, il y a ce match contre la France, c'est dur d'en tirer beaucoup d'enseignements parce que tu es très vite à 10 contre 11. Mais ensuite, ils ont enchaîné aussi par un 0-0 contre l'Albanie. Globalement, sur la production offensive, c'est très très léger. Sur les 11 derniers matchs du Pays de Galles, il y a 10 rencontres avec un but ou moins. Quand on regarde sur Instat, c'est une statistique que j'aime bien vous montrer récemment, c'est le nombre d'occasions générées et concédées sur les 10 dernières rencontres. Le Pays de Galles est sur 40 occasions générées, 40 occasions concédées, équilibre parfait. La Suisse de son côté, c'est 82-53. La Suisse reste sur 6 victoires consécutives. Les 2 matchs avant ces 6 victoires, c'est 2 nuls contre l'Espagne et l'Allemagne. Donc elle a aussi montré que contre les gros morceaux, elle pouvait répondre présent. Des séquences que j'ai vues récemment de la Suisse, notamment le but de l'égalisation qui marque contre les États-Unis, c'était le match de préparation très récemment. J'ai trouvé que ce système à 3 derrière a l'air de bien leur convenir pour ressortir proprement, attaquer le dernier tiers avec de la vitesse. Ils ont l'air mieux qu'en 2018, je trouve. Et du coup, la victoire de la Suisse, qui est cotée à 2,20, me semble plutôt raisonnable. Voilà, c'est ce sur quoi je suis parti pour ce premier match. Le deuxième, ça va aller plus vite, c'est Danemark-Finlande à Copenhague. À nouveau sur les stats, sur la stat Instat, on a le Danemark qui a 67-36 en nombre d'occasions. La Finlande, elle, c'est 37-69. Personnellement, je rêve de voir la Finlande faire un beau tournoi. Je suis un grand admirateur de Teemu Pukki. J'ai beaucoup aimé la colonne de Tim Sparv, le capitaine de la Finlande dans le Guardian, qui aime bien écrire, il me semble, et qui a écrit tout un truc sur le fait de, pour la Finlande, vaincre un peu la malédiction, le signe indien, être présente enfin à un grand tournoi. L'heure de la Finlande est arrivée. Ça donne envie de les voir faire quelque chose. Après, on va pas se méprendre, on est sur un vrai petit pousset du tournoi, alors qu'à mon sens, le Danemark est un outsider de la compétition, et en plus, le match se joue à Copenhague, à domicile pour eux. Donc je suis parti tout simplement sur le Danemark, c'est à 1,45, Finlande c'est quasiment 10, donc ça situe un peu le rapport de force. Et enfin à 21h, Belgique-Russie, un match que j'attends avec beaucoup d'impatience, enfin voir mes amis belges après les amis suisses à 15h. Et du coup, là quand on regarde les stats de la Russie, je trouve qu'elle a du mal à se créer des grosses occasions, pas beaucoup d'expected goals en général, alors que la Belgique reste sur 2 victoires consécutives quand elle a joué la Russie, les 2 derniers Belgique-Russie, et c'était il n'y a pas très longtemps, c'était pour les matchs de qualification à l'Euro, c'était en 2019, victoire de la Belgique 3-1 et 4-1. Même si cette Belgique se présente un poil amoindrie, c'est ce qu'on évoquait dans la vidéo d'avant-hier, j'ai du mal à aller contre elle ici. De ce que j'ai vu contre la Croatie en préparation, Lukaku m'a l'air très remonté, très énervé, capable de porter ce groupe, même si elle arrive sans Kevin De Bruyne, sans hasard. Bon, attention quand même aux petits pièges russes, surtout que le match se joue en Russie, et puis la Belgique se présente vraisemblablement sans Kevin De Bruyne, sans Witsel, peut-être sans Eden Hazard. Donc ça c'est un motif d'inquiétude, ce qui fait peut-être que la cote de la Belgique est à 1,75, ce qui est relativement haut pour une nation demi-finaliste de la Coupe du Monde, vraisemblablement largement supérieure. Mais donc voilà, c'est les cotes que j'ai choisis. Le combiné de ces 3 rencontres s'élève à 5,58. Je vous le dis tout de suite, il a très très peu de chances de passer, un combiné ça passe très rarement. Mais voilà en gros pour mes intuitions rapides, ça nous donne l'occasion de parler de ces matchs. Et si vous voulez miser dessus, vous pouvez le faire sur BetClick, c'est mon partenaire. Vous avez 200 € offerts à l'inscription, ou plus précisément votre premier pari est remboursé à hauteur de 200 € si perdant en pari gratuit. Vous avez ces 200 € si vous utilisez le code promo WILOU et ça me donne une très belle commission à chaque utilisation du code. Ça m'aide beaucoup en ce moment, donc n'hésitez pas à le faire. Et je vous mets le lien qui explique tout ça en description. Voilà en gros, merci d'avoir regardé cette vidéo, ce premier tour, ce premier jour d'Eurojour. J'espère que ça vous aura plu. Donnez-moi votre note pour cette Italie-Turquie dans les commentaires. Vous pouvez mettre un petit pouce bleu aussi si la vidéo vous a intéressé, ça m'aide. Vous pouvez vous abonner à la chaîne pour ne pas rater tous les prochains épisodes d'Eurojour. Et voilà, on se retrouve dans quelques heures, on se retrouve demain pour parler des 3 matchs du jour. Bon match, bon Euro, et à bientôt, prenez soin de vous les gars. Bisous.